Voilà, bonjour à toutes et à tous et nous poursuivons ici à Sontexpo 2025, ce 20 mai 2025, nous poursuivons nos réflexions, nos échanges, nos rencontres et nous allons traiter d'un sujet très sérieux, ce qui ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais celui-là va l'être tout particulièrement puisque nous allons parler de finances, nous allons parler d'économie et nous allons nous poser une question, quel principe pour rétablir les comptes sociaux? Tout un programme pour y répondre. Christine Schibler, bonjour. Vous nous recevez donc sur le plateau FHP Direct. Nous sommes avec vous. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Voilà, et vous êtes la déléguée générale de la Fédération de l'hospitalisation privée. Sophie Beaupère, vous êtes la déléguée générale de Unicancer, une des grandes fédérations du secteur. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Bien près du micro. Et puis, Yann Gaël Amgar, vous êtes le président du Haut Conseil pour l'assurance maladie, le HCAM. On vous a connu en d'autres lieux, mais vous êtes aujourd'hui, et depuis très peu de temps, vous êtes inspecteur général des affaires sociales, vous avez été directeur de l'ACOS, vous avez... L'ACOS, c'est, vous me précisez ? L'URSSAF. C'est l'URSSAF. Et vous êtes ancien membre d'ailleurs de cabinet ministériel, notamment on vous a connu chez Marisol Touraine, mais aussi chez le Premier ministre Attal. Tout à fait. Donc vous êtes un spécialiste des finances publiques, en tout cas vous êtes notre invité pour parler de ces sujets et nous allons donc faire notre dialogue avec Sophie Beaupère, Christine Schibler et vous. La situation économique, on pourrait peut-être résumer les choses de la manière suivante, la situation économique pose problème et donc des questions auxquelles nous devons essayer de répondre. Un déficit de 15 milliards, le plus élevé en 2024, de 15 milliards d'euros, le plus élevé en dehors, on pourrait le dire, de situation de crise. 16,8 milliards sont annoncés pour 2028 et il est demandé, alors on ne sait pas très bien si c'est 10, 20, 30 milliards d'euros d'efforts, ce qui en tout cas apparaît assez considérable. Alors je me suis posé la question, comment aborder ce sujet d'économie, enfin de recherche ou d'efficience, c'est souvent le terme que l'on emploie dans le temps, et surtout ces mesures d'économie ou d'efficience suffiront-elles pour, si on veut, rétablir les comptes pour 2028-2029 qui semble être un objectif du gouvernement, des pouvoirs publics et du gouvernement. Peut-être vous précisez cette analyse que je fais ? Oui, alors tout d'abord, bonjour et merci à vous. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, le chiffre que je cite pour un peu donner les repères, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a 15 milliards de déficit qui pourrait devenir 16-17 d'ici quelques années. Et il peut venir 16-17 en faisant chaque année, en gros, 4 milliards d'économies pour tenir l'ondame. Juste pour stabiliser le déficit, il faut faire chaque année 4 milliards d'économies. Donc, si on veut revenir à l'équilibre en 4 ans, ça veut dire qu'il faut faire 15 plus 16, en gros une trentaine de milliards d'efforts d'économie. C'est considérable. Et ça va probablement très au-delà des mesures que chacun peut imaginer. On est sur un secteur où beaucoup de membres du secteur s'imaginent que c'est facile, qu'il faut réduire les abus, qu'il faudrait être un peu plus efficient. Là, on est très au-delà, effectivement, de ce que permet la seule efficience. Même s'il faut faire de l'efficience, il faudra continuer à en faire. Je me suis dit quand même, avec un peu de mémoire, pour m'intéresser à ce sujet depuis longtemps, peut-être trop longtemps, diront certains, que l'on a connu une situation assez analogue dans les années 2008-2010. C'était un autre gouvernement, mais il y avait eu les subprimes, enfin, etc. Il y avait eu des crises économiques. On est dans le même champ de déficit que ceux que l'on avait connus à l'époque. Alors, on est à peu près, parce qu'en 2009-2010, on est à 12 milliards de déficit à peu près de l'assurance maladie. Et maintenant 15. Voilà, maintenant 15. Bon, on veut dire que comme tout augmente, c'est à peu près comparable. Bon, mais la différence, c'est que 2009-2010, on sort d'une des plus grandes récessions qu'on ait connues depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on soit en crise économique. On est dans un contexte qui n'est pas exceptionnel, mais on n'est pas non plus à la situation de 2009-2010. Donc, ce qui est quand même préoccupant, c'est d'être à ce niveau de déficit, alors même qu'il n'y a eu ni choc économique majeur ces dernières années, ni crise sanitaire comme en 2020. Donc, de ce point de vue, c'est plus préoccupant d'être à ce niveau. Après, si j'essaie d'être un peu optimiste,
l'exemple que vous mentionnez montre qu'on peut, partant d'un point aussi bas, revenir à l'équilibre, puisqu'on était quasiment à l'équilibre en 2018, mais ça a pris 9 ans. Oui, alors c'est vrai, je me souviens de débats avec la ministre de l'époque, qui était Marisol Touraine, je crois, et on se disait, tiens, c'est incroyable, je crois que j'avais même écrit, finalement, c'est l'épaisseur d'un trait, le déficit de l'époque. Mais enfin, les mesures avaient été extrêmement dures. Et d'ailleurs, après, Christine, je suis sûr que Christine Schibler s'en souvient, mais les mesures avaient été très dures. Peut-être d'ailleurs également Sophie Beaupère s'en souvient aussi. Les mesures avaient été très dures et on avait dit finalement que l'on avait probablement beaucoup trop serré. Et puis après, il y a eu la crise, enfin, et du mécontentement. C'était un peu. Vous êtes d'accord? Alors, oui, en tout cas, effectivement, une partie de cet effort. Alors, comment on a rétabli effectivement les comptes en 10 ans? Alors déjà, et ça c'est un enseignement intéressant quand on regarde aujourd'hui. Non, bougez Oui, pas. c'est bon. On l'a fait en 10 ans. On l'a fait en amenant la progression des dépenses d'assurance maladie à un niveau historiquement bas, c'est-à-dire que jamais l'ONDAM, comme on dit, n'a aussi peu progressé qu'au cours des années 2010. On l'a fait aussi en mettant davantage de recettes, et d'ailleurs en commençant par là. Parce que l'idée, c'est que tout ce qui relève d'une transformation structurelle du système de santé, et qui permet des économies sur la dépense, ça prend du temps. Si on veut avoir des résultats rapides, effectivement, ça se fait d'abord par des recettes. C'est comme ça qu'on l'a fait dans les années 2010. Et puis, effectivement... Ça veut dire on augmente les impôts. On augmente les impôts. Voilà, les impôts, les cotisations. Mais clairement, on a commencé par là, il y a 10 ans. Et je dirais quelles étaient les majorités au pouvoir à l'époque. Et puis, effectivement, on sait qu'une partie de cette maîtrise des dépenses d'assurance maladie au cours des 2010, elle a reposé notamment sur l'absence de revalorisation des salaires à l'hôpital, globalement, et que, en partie, ce n'était pas complètement tenable dans la durée, et que le Ségur de la santé, pour partie, constitue un rattrapage d'évolution salariale qui aurait dû intervenir avant, parce qu'on ne peut pas imaginer que la baisse de salaire soit une perspective qu'on puisse promettre aux agents qui travaillent à l'hôpital. On va engager donc le débat avec nos deux autres invités. Pour autant, là, vous êtes presque dans un petit exercice de préparation, puisque le Premier ministre, je crois que c'est le Premier ministre, qui vous a demandé de lui remettre un rapport rapidement, sous combien de temps, je ne sais pas, ou HCAM, pour rétablir les finances, les comptes sociaux et les finances publiques, c'est ça? Alors effectivement, le Premier ministre a saisi le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ainsi que les autres hauts conseils de la sphère sociale. Il les a saisis début mars pour une remise des copies début juin. Et effectivement, pour proposer des mesures de rétablissement des comptes sociaux à horizon 2028-29. Sophie Beaupère, est-ce que vous partagez... Alors, pas trop près de l'antenne. Est-ce que vous partagez le diagnostic que nous venons de faire sur la situation? La situation est grave, catastrophique. Le malade ne va pas bien, madame la déléguée générale ou... Je ne suis pas médecin, je suis directeur d'hôpital pascal de formation. Mais oui, bien sûr, on connaît la situation des comptes sociaux. Les éléments, les chiffres viennent d'être rappelés. Pour autant, quelles sont finalement les solutions? Je dirais que c'est de travailler sur des économies intelligentes. Intelligentes au sens où déjà, elles sont comprises et intégrées par les professionnels de santé. Et il y a des leviers certains d'économie et d'efficience pour nous. Il y a plusieurs projets que nous portons. Et quand je dis nous, ce n'est pas que notre fédération, d'ailleurs je dirais même en interfédération, qui vont permettre de rétablir un équilibre, je dirais, durable. Je pense que c'est un point important et pas de faire des économies de court terme qui seraient, à mon avis, délétères et qui créeraient un effet de stop and go, en fait. Et on peut citer dans ces éléments le fait d'avoir une vraie loi de programmation pluriannuelle, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut investir par exemple, sur la prévention. Nous sommes clairement, notre pays, pas en avance sur les actions de prévention. Il y a des choses à faire. Je citerai par exemple, en ce qui concerne la cancéro, le fait de pouvoir développer des programmes de prévention pour les personnes à haut risque de cancer qui vont éviter des cas graves de cancer et donc évidemment améliorer la qualité de vie des personnes concernées et évidemment faire des économies considérables en évitant des hospitalisations, pour donner un exemple. Et donc, pour cela, il faut avoir une vision pluriannuelle. Alors, on est engagé avec le ministère de la Santé dans une discussion d'un
protocole de pluriannualité. Ça a été évoqué ce matin, qui devait être signé au début de l'été, si je me réfère aux discours qui ont été faits ce matin. C'est une étape, mais une loi de programmation pluriannuelle qui permet de travailler sur la prévention, sur l'innovation, ça va être générateur d'économies qui ont du sens. Je pense aussi par exemple à tout ce qui est désescalade thérapeutique. On sait que les innovations thérapeutiques coûtent très cher, c'est un fait. Elles améliorent considérablement, là encore, la qualité de vie des patients. Eh bien, il faut absolument travailler sur des programmes de désescalade, savoir diminuer les traitements quand on voit qu'ils sont moins efficaces tout au long de la durée d'un parcours d'un patient. C'est des sujets sur lesquels on travaille à Unicancer qui nécessitent de la recherche académique Sur la médico-économie, c'est ça? Exactement, d'avoir des études médico-économiques robustes. On a les éléments, on a les données, et il faut maintenant pouvoir travailler de concert avec tous les acteurs. On travaille avec la CNAM sur ces sujets de désescalade thérapeutique, par exemple. Ça, c'est pour, dans le fond, ce que vous craignez les uns et les autres. Quand vous êtes opérateurs, c'est un peu ce que l'on appelle, ce sont des mots, mais les gens comprennent assez vite, c'est ces politiques de rabot, hein, on emploie souvent ce terme. Et vous, Christine Schibler, comment contribuer à notre... Je partage complètement ce qui a été dit. D'abord, je remercie Anne-Gaëlle parce que les explications étaient très claires et effectivement, on s'y retrouve et on se rappelle, puisqu'on a vécu aussi ces périodes, comment ça s'est passé. Et effectivement, la politique du rabot, elle a été quand même très délétère et on ne peut pas imaginer la même méthode. Ça, c'est une certitude. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les plans d'économie, en fait, comment ils se traduisent, parce qu'on est encore un peu là-dedans, c'est une ligne qui marque, par exemple, pour le privé, pour les tarifs de cette année, moins 100 millions, pour arriver à un tarif qui était de 0,5, mais il y a marqué moins 100 millions. Personne n'est jamais venu me dire ou me parler à la FHP en général pour savoir est-ce que c'est possible, comment on va s'y prendre, de quoi avez-vous besoin, est-ce que la CNAM peut vous aider, etc. Donc, ça, c'est pas possible. On ne peut plus avoir des écritures comptables. Donc c'est vrai qu'il y a un problème de méthode. Et je dirais que dans les travaux qui sont menés en ce moment au HCAM, qui sont très complets et très intéressants, il me semble qu'il faudrait rajouter un chapitre qui est un chapitre sur la méthode. Il n'y a pas d'abord, vu l'importance des déficits, donc la méthode, juste pour finir là-dessus, la méthode, elle doit être basée sur un travail concerté et pour faire des économies aussi importantes de façon intelligente, il faut absolument que ce soit porté par les acteurs. Donc ça veut dire amener les acteurs à être co-responsables. On y est prêt. Sophie le rappelait tout à l'heure. Les économies, notamment qu'on a proposées sur les hospices évitables, l'augmentation de l'ambulatoire, l'admission des personnes âgées à l'hôpital, etc. Bah, rien que ce sujet-là, on les a portés tous ensemble avec les autres collègues des autres fédérations. Mais il y en a plein d'autres qu'on est capable de porter ensemble parce qu'on les partage, on travaille tous les jours ensemble. Donc on a exprimé le fait qu'on pouvait vraiment proposer un certain nombre d'économies. Mais ce que l'on souhaite, c'est que d'abord, pour faire autant d'économies, il faut qu'il y ait beaucoup de sujets qui soient traités. Donc il y a aussi la simplification. Il y a le sujet d'abord primordial, on va dire essentiel, qui est le sujet des chiffres. Aujourd'hui, on a de moins en moins de transparence sur les chiffres. Et en fait, il faut qu'on puisse évaluer les services rendus, se réinterroger sur certaines dépenses. Parce qu'il y a certaines dépenses, moi, sur lesquelles je m'interroge. Alors peut-être que j'ai tort, mais en fait, comme on n'a pas de chiffre du service médical rendu, je ne sais pas. Donc je pense qu'aussi remettre au centre, la balle au centre, la boule de l'évaluation. L'évaluation, c'est essentiel. Et le pilotage avec des chiffres, c'est aussi essentiel. Et après, donc impliquer les acteurs sur... Il y a beaucoup de choses dans le projet de rapport du HCAM qui est en cours d'élaboration et bientôt de finalisation. Il y a des travaux qui sont aussi conduits ailleurs. Donc il est important qu'on puisse avoir un pacte de responsabilité où effectivement on va s'engager pour appuyer, parce qu'il faut de la pédagogie, il faut de l'accompagnement. C'est pas un truc qui va se faire comme ça. Oui. Et du moyen terme. Mais alors, dites-nous, Yann Gaël, vous participez aux travaux du HCAM avec... Oui, bien sûr. Les deux La fédération Unicancer est la seule fédération qui n'est pas dans le HCAM. C'est une anomalie, on en discutait en aparté. J'espère que cela va changer. Et pourquoi vous n'y participez pas? Je sais pas. Et vous y participez? Oui. Parce que qui participe aux travaux des... Alors, il y a plus de 60 membres dont la liste est fixée d'abord dans un arrêté de 2003, après ça a été mis dans la loi. Voilà. Donc c'est pas moi qui fixe la liste. Mais globalement, c'est une représentation qui,
on va dire, prend en compte la plupart des parties prenantes du système de santé, c'est-à-dire qu'on a à la fois les partenaires sociaux, on a à la fois les fédérations représentant des établissements, à l'exception du cancer, effectivement, des secteurs comme le médicament, le dispositif médical, la représentation des différentes professions libérales de santé. Voilà, donc on a bien entendu les organismes complémentaires. Donc voilà, on a une composition qui est très large. Mais La, voilà, qui est la peut-être un peu question, datée. en me penchant sur le sujet, la question que l'on se pose, c'est comment on peut faire des économies rapidement, ce qui après tout est dans la responsabilité des décideurs publics. Bon, ils ont besoin de boucler leur budget, etc. Comment on peut le faire rapidement et quelles sont les pistes? Alors, je ne vous demande pas de nous dire tout de votre rapport que vous n'avez pas finalisé encore, mais enfin, les grandes pistes. Alors, Sophie Beaupère, j'ai retenu un certain nombre de choses. Sophie Beaupère parle de désescalade thérapeutique. Bon, ça veut dire, grosso modo, on réduit par exemple les examens radiologiques, c'est ça? Ça veut dire plusieurs choses. Par exemple, pour les médicaments, c'est faire des essais qui permettent de voir si on peut diminuer la prescription d'une molécule donnée à un moment d'un parcours d'un patient. Et on sait que les molécules en cancéro, ça peut être des économies de plusieurs centaines de millions d'euros par an pour une molécule. Hein. Donc ça, c'est effectivement Et ça peut être fait rapidement, ça? Ça peut être fait dans le cadre d'essais académiques et on a les expertises en France pour pouvoir les mener. Il y a déjà des essais de désescalade, par exemple, concernant le cancer du sein. C'est aussi le sujet de la radiothérapie, par exemple, en faisant un financement au forfait qui va permettre l'hypofractionnement, favoriser l'hypofractionnement, pour donner un exemple. Oui. Donc on voit, c'est des économies dites intelligentes, comme le disait Christine, parce que ça permet à la fois de faire des économies, mais aussi c'est des économies qui ont du sens pour les professionnels, car elles améliorent la qualité de vie des patients. Alors Christine, vous parlez, vous, de, par exemple, moins d'accès des mauvaises hospitalisations. Est-ce qu'on peut encore travailler sur la durée moyenne des séjours, la DMS, qui a quand même qui s'est beaucoup réduite si on regarde les 15 ou 20 dernières années? Il y a encore des possibilités? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, il y a des possibilités parce qu'il y a encore des marges pour faire progresser l'ambulatoire. Donc là-dessus, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut aller assez vite. Et puis sur les hospi évitables, enlever les hospi évitables. Alors après, quand on passe plus en ambulatoire, ça veut dire que les DMS vont être plus longues, mais qu'il y aura moins de séjours. Hein. Attention. Le fait de passer en ambulatoire va augmenter la durée de séjour moyenne en hospitalisation, puisqu'on n'aura plus que les pathologies les plus lourdes et les plus complexes. Après, il y a encore des séjours hospitaliers quelquefois. Bon, hier, à un autre congrès, un de nos collègues rappelait qu'il avait passé 5 ou 6 jours dans un hôpital pour faire des examens et qu'il aurait été beaucoup mieux chez lui. Bon, il y a aussi des séjours pour examen. Bon, donc il y a des marges de manœuvre, mais ça ne va pas forcément faire diminuer la durée de séjour parce qu'elle est destinée peut-être à augmenter. Ça dépend un peu des progrès de la médecine, mais il y aura les plus graves à l'hôpital. Monsieur Amégar, vous vouliez dire quelque chose? Non, parce que moi, je pose la question. Moi, je me posais effectivement une question sur les tarifs. Parce que, en fait, ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, essentiellement, j'imagine, la DGOS, nous recevrons Madame Daudet, on lui demandera. Il y a plusieurs, et la CNAM d'ailleurs également, il y a plusieurs grands champs d'activités thérapeutiques et qui sont en train de revoir leurs tarifs. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à des mesures rapides sur ce plan-là? Parce que revoir les tarifs, c'est un truc, c'est une usine à gaz. Alors, M. Amégar et Sophie, oui, allez-y, Sophie. Revoir les tarifs, c'est une usine à gaz. Je ne sais pas, parce que je pense que là encore, il y a des possibilités de s'adapter davantage, adapter davantage le système de financement aux évolutions organisationnelles, techniques et scientifiques. Je prendrai l'exemple des forfaits qui permettent de financer des parcours coordonnés. Parce que je pense que l'absence de coordination, la coordination insuffisante entre les différents acteurs de la chaîne de soins génère des surcoûts considérables et de la non-qualité. Et donc, c'est pas si compliqué que ça de pouvoir, par exemple, généraliser un article 51 qui fonctionne et qui permet de coordonner un parcours qui concerne les chimiothérapies orales à domicile, embarquant les pharmaciens d'officine, les médecins libéraux, les établissements de santé. Et ça permet de changer la donne et d'améliorer la coordination, pour donner un exemple. Donc ça prend du temps. Je pense qu'il y a une question de volonté aussi. Et les parcours coordonnés renforcés sont inscrits
maintenant dans la loi depuis 2023 et on peut faire évoluer le système de financement pour l'adapter aux évolutions organisationnelles et scientifiques. Et je dirais c'est ce qu'attendent les professionnels. Alors, ma dernière question, ou enfin le dernier champ, comment on fait maintenant? Donc, est-ce que, répondons clairement à la question, est-ce qu'il faut faire des économies? Est-ce que nous dépensons vraiment trop? Est-ce que c'est risqué? D'autant qu'on a bien compris que nous devons, enfin l'État doit investir sur d'autres champs, je dirais peut-être la défense par exemple. Enfin bon, à un moment ou à un autre, quelles sont les mesures qui doivent être prises? Quelles pistes avez-vous plus précisément? Donnez-nous au moins les têtes de chapitre. Alors déjà, pour répondre à la première question, oui, on peut et on doit faire des économies. Je rappelle qu'on on est à peu près 3e mondiaux en termes de part de notre richesse nationale consacrée à la dépense de santé. Bon. Et qu'on sait que arriver à ces ordres de grandeur-là, l'euro supplémentaire ou l'euro en moins en dépenses de santé n'est pas directement corrélé à des résultats de santé. Donc on peut, c'est-à-dire que les pays qui dépensent beaucoup plus que nous ne sont pas forcément meilleurs que nous en termes de santé, ce sont les États-Unis, et des pays qui dépensent moins et qui ont des meilleurs résultats de santé que nous. Je pense par exemple aux pays nordiques. Donc on peut, mais on doit le faire effectivement en ayant à chaque fois le souci de l'impact en termes de santé de l'euro réalloué plutôt, l'euro en moins. Sachant que quand on dit des économies, c'est jamais une réduction de la dépense, c'est qu'on va ralentir l'évolution d'une dépense qui sinon spontanément augmente de 3-4% par an. Bon. Alors, les têtes de chapitre, je dirais qu'il y a ce que vous avez appelé les économies intelligentes, c'est-à-dire celles qui réduisent le recours au système de soins. Qu'il s'agisse de la pertinence, du bon usage, qu'il s'agisse de la gradation dans le système de soins, vous appelez ça les désescalades, mais c'est finalement la même chose, c'est la même image finalement, qu'il s'agisse de la prévention, qu'il s'agisse des innovations organisationnelles qui permettent d'avoir des parcours globalement plus efficients en positionnant les professionnels à un moment peut-être plus intéressant dans le parcours du patient. Donc tous ces leviers-là, bien entendu, il faut les mobiliser, les accélérer, sachant que, vous l'avez dit, ce sont des leviers qui, pour beaucoup, quand même, prennent du temps, voire sur lesquels on a des questions sur la manière de garantir l'effectivité. Par exemple, la pertinence, le bon usage, tout le monde en parle, tout le monde est d'accord qu'il faut en faire, et en même temps, on sait qu'on continue à être dans les plus gros prescripteurs d'antibiotiques, dans les plus gros consommateurs de psychotropes, et comme je ne pense pas que ce soit parce que les médecins sont idiots, je pense que les médecins font de leur mieux, c'est-à-dire qu'il y a quand même des sujets pas simples d'évolution des pratiques à travailler. Et la question, c'est aujourd'hui, c'est quoi les outils qu'on a pour faire évoluer ces pratiques de la part des prescripteurs. Bon. Après, il y a les leviers qui relèvent plutôt, je dirais, du coût du soin. Alors là-dedans, il y a tout ce qui va concerner l'efficience des établissements. Et effectivement, on doit remettre, j'irais peut-être plus sur le devant de la scène, ces sujets d'efficience des établissements de santé qui étaient très assumés, là aussi à gauche comme à droite, pour le dire comme ça, dans les années 2010, et qui sont devenus un peu inassumables depuis les Gilets jaunes et le Covid. Voilà. Et donc c'est y compris des sujets pas simples, comme la question de la carte des établissements de santé, qui aujourd'hui est non seulement un sujet d'efficience, mais aussi un sujet de réalisme au regard de la rareté des ressources humaines. C'est-à-dire qu'avoir des établissements, dans le même département, 3 établissements qui se font concurrence pour avoir chez eux les quelques praticiens hospitaliers du territoire et qui au total n'arrivent pas à tourner complètement et doivent fermer quand on en arrive au mois d'août, ce n'est pas satisfaisant pour les patients, pour la population et aussi pour les soignants qui ont un sentiment d'épuisement si on, par exemple, on multiplie les lignes de garde et que la garde revient tous les 15 jours. Bon. Donc il y a ce sujet d'efficience, il y a un sujet comme du juste prix, c'est-à-dire s'assurer que lorsqu'on finance une activité de soins, elle permet à l'investisseur d'avoir un retour sur investissement normal pour une activité à risque comparable, s'assurer qu'on ne laisse pas des rentes excessives. Et puis, dernier sujet, le périmètre de prise en charge, entre ce que prend en charge l'assurance maladie, ce que prennent en charge d'autres, sachant qu'au total, transférer vers les complémentaires, c'est un impôt caché. Donc, à la fin, il faut regarder l'efficience globale de ce que prennent en charge l'assurance maladie et les complémentaires.
Très bien. Un dernier mot peut-être, Christine? Oui, un dernier mot. Donc, je suis très contente de vous entendre parler de réforme de structure, parce qu'on ne pourra pas faire l'économie de réforme de structure, et donc ça veut dire regarder la carte hospitalière. On a demandé avec l'ensemble des fédérations, donc à la direction de l'offre de soins, de pouvoir avoir une analyse qualitative des aides qui ont été données en fin de Covid. Je parle surtout de la SMA, etc., pour voir un peu les établissements qui sont en difficulté et pouvoir voir si on ne peut pas s'organiser autrement. Donc ça, on ne fera pas cette économie-là. Et la deuxième chose, il faut rétablir cette culture. C'est pour ça que je parlais de l'évaluation médico-économique. Et il faut, parce qu'on a souvent on a un système de financement qui est souvent avec... on travaille par écart. Il n'y a jamais de reset à zéro. Or, en fait, il faut qu'à un moment donné, on regarde reset à zéro, c'est-à-dire on regarde exactement le service médical rendu par un établissement, le nombre de lits fermés, etc., et combien ça coûte. On a fait, nous, une étude sur la psychiatrie, et sur la psychiatrie, on a pu voir que sur l'ensemble des établissements, donc on l'a fait faire par des spécialistes, parce que nous, on n'est pas capable de le faire, mais on l'a fait avec eux. Il y a 28 000 lits qui sont fermés, qui sont encore financés par l'équivalent de 3 milliards d'euros. Donc il faut qu'on fasse un reset, c'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde le service médical rendu et qu'on se repose des questions. Donc ça, ce n'est pas un travail qui va se faire en 2 jours, mais rien que introduire un peu de culture, d'évaluation médico-économique et remettre à l'honneur quelque chose qui n'est pas de faire des économies, qui est mieux dépenser les sommes formidables que nous avons. Ce n'est pas faire des économies, c'est mieux dépenser les sommes formidables que nous avons pour une meilleure sécurité des soins. Parce qu'un hôpital de proximité qui est mal, qui n'a plus de médecin, etc., ben je pense qu'il n'y a aucune personne qui est aujourd'hui au salon qui y envoie ses proches. Il va faire 100 km de voiture. Donc il faut qu'on le dise aussi aux Français et qu'on assume ce qui doit être fait en ambulatoire quand même pour prendre en charge ces populations et ce qui va faire l'objet d'un transport en ambulance ou par le véhicule de la personne pour pouvoir être soigné. Oui, n'oublions pas que les ambulanciers aujourd'hui font grève ou en tout cas manifestent. Un dernier mot, le temps imparti est terminé. Dans ce qu'on a, peut-être pas encore eu le temps d'évoquer, je dirais qu'il y a augmenté la part du financement à la qualité, qui aujourd'hui reste minoritaire. Et cela, on considère, et je pense qu'on partage avec Christine, va être de nature à inciter en fait, les établissements à améliorer les délais de prise en charge et l'efficience. Et puis, je voulais quand même revenir sur la prévention, parce que investir dans la prévention avec des actions de prévention qui doivent être évaluées sur le plan médico-économique, scientifique est fondamental pour notre pays, pour pouvoir faire des économies, intelligentes, tout simplement. Vous savez ce que disait Churchill sur les économies? C'est bien quand c'est les parents qui les font. Merci d'être venu sur le plateau télé de FHP Direct.